Bruno, Jean-Stéphane, bonjour. Merci Bonjour. d'avoir répondu à l'invitation du Connecteur, du magazine Audace et surtout des rencontres audacieuses. Ça fait la 4e maintenant qu'on organise. Bruno Wittevouet, tu es ex-dirigeant du groupe Unilever dans la partie Afrique et France, si je me souviens bien. Le dernier job. Voilà, le dernier job, encore que tu fais d'autres jobs maintenant. Et puis Jean-Stéphane, fondateur et dirigeant de Talentsoft, que les grandes entreprises connaissent bien, notamment nous, parce qu'on utilise cette solution. Voilà. C'est pas pour ça que je t'ai invité, mais... Beau client. Mais voilà. Donc vous avez ce dénominateur commun, finalement, d'avoir été dirigeant de très grandes entreprises. Mais vous avez une autre caractéristique, c'est qu'aujourd'hui, l'un et l'autre, vous aidez des jeunes entreprises à émerger, donc des talents à révéler, vous révélez des talents. Et pour ça, au-delà de votre intérêt pour Joseph Kessel, l'un et l'autre, je crois, oui, c'est faudra m'expliquer pourquoi vous avez un lien avec Joseph Kessel. Oui, en tout cas, beaucoup de volonté, mais il aimait les fortes personnalités, donc les personnages. Pour pas juste sur les mots, c'était sans doute un homme très audacieux. Ah, c'est possible. C'est vrai, bien joué. On en dira plus. Et merci pour la liaison, parce que c'est effectivement le thème de notre échange, des rencontres audacieuses. Avant toute chose, et avant de rentrer dans ce qui a fait l'audace de vos parcours professionnels, l'audace peut être un sujet ou une définition extrêmement différente d'une personne à l'autre. Donc ce qui m'intéresse, c'est votre vision, l'un et l'autre, de l'audace. Bruno, d'abord ? Alors je ne suis pas très prof, moi, mais je dirais pour moi, l'audace, ça m'évoque oser faire des choses. Il y a certainement une notion de prise de risque. Il n'y a pas d'audace sans prise de risque. Et puis, il y a forcément quelque chose, alors, mais c'est peut-être plus personnel, de sens du partage et de l'esprit d'équipe. Parce qu'on peut avoir de l'audace à titre personnel, mais souvent, les aventures audacieuses sont des aventures collectives et humaines. Voilà en 3 mots ce que je pourrais dire sur l'audace. Et Jean-Stéphane, même idée ? Je suis d'accord. Oui, prise de risque, bien sûr, sur l'audace. Je pense qu'il y a une notion aussi de sortir de sa zone de confort. Donc, on n'est plus dans des repères familiers. Et pour compenser ça, donc le moment où on prend finalement cette audace, je pense c'est lorsqu'on trouve un moteur qui va dépasser, qui va être supérieur à la prise de risque ressentie. Et c'est vrai, comme l'a dit Bruno, que ce moteur, ça peut être une aventure humaine. Chacun va trouver son propre moteur qui va l'aider à dépasser justement cette prise de risque et cet environnement non familier. Et il y a des gens ou des personnalités qui vous ont inspiré sur le sujet de l'audace, où vous vous dites, lui vraiment, ou elle, ont marqué de leur empreinte ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont osé, parce qu'ils ont été audacieux ? Non, je n'ai pas vraiment un benchmark. Alors peut-être au sein de ma famille, j'avais mon père qui lui était le rêveur et ma mère qui était plutôt l'entrepreneur justement, puisqu'elle avait un laboratoire pharmaceutique. Donc peut-être que c'est ça mon modèle qui m'a inspiré sur le tard, puisqu'il m'a fallu quand même 20 ans de salariat avant d'avoir une seconde partie de carrière d'entrepreneur. Donc voilà un peu pour moi un de mes moteurs, je ne dirais pas que c'est le seul. Mais tu vois, c'était Mark Twain qui disait ils ont réussi parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Voilà, exactement. Voilà, j'aime beaucoup ça. Moi aussi. Et Bruno, il y a quelqu'un qui t'a inspiré sur qui a eu cette attitude-là ? Plein de gens. Alors j'aime bien toujours reprendre une notion de famille qui est très proche. Un peu l'audace de ma mère qui a élevé 5 enfants à l'époque où mon père travaillait beaucoup et elle s'occupait beaucoup des enfants. Et puis sur sa quarantaine, elle a décidé de reprendre des études. Elle est partie à la fac de Nanterre, histoire de l'art, et puis après un certificat d'égyptologie à la Sorbonne, qui se retrouve dans un milieu entouré de jeunes. Et donc ça a un petit peu changé aussi sa façon de voir la société. Après, c'est un chemin. Donc on démarre en général par une vision. On démarre par une vision, une envie. Certains disent un rêve. Et on en parlait aujourd'hui sur comment est né le connecteur d'un rêve d'une personne et qui a su le transmettre et l'infuser dans d'autres. Et donc oui, à un moment donné, l'audace, c'est dans mon cas de vie professionnelle, c'était de me dire, voilà, j'étais bien en France, j'étais dans mon environnement, ma jeunesse, mes études, et puis tout de suite de me dire, non mais rapidement, j'ai envie d'explorer le monde, j'ai la chance d'être dans une multinationale. Il y en a qui vont critiquer les multinationales, moi je vivais ça comme une chance, et dire non, c'est pas de vivre 30 ans dans le même pays, même si j'adore mon pays, mais c'était d'avoir des expériences professionnelles et de vie personnelle différentes, qu'elles soient linguistiques, première expatriation au Mexique,
Après, on est allé en Angleterre, bon, ça c'est un petit peu plus proche. Après, on est dans les pays nordiques, finir par l'Afrique. Tout ça a forgé un parcours un peu de challenge permanent, mais qui était un peu audacieux, parce qu'à un moment donné, au départ, on bouge, on n'est que deux, puis on a une famille, on a des enfants qui naissent à l'étranger, puis il y a la carrière de sa femme. Donc tout ça, beaucoup de situations à gérer qui, sans le rendre compte, parce que maintenant, tu m'aides à le formaliser sur le plan de l'audace. Pour moi, c'était quelque chose peut-être un peu naturel, mais qui finalement sont peut-être des décisions qui ont été assez audacieuses à différentes parties de ma carrière. Et Jean-Stéphane, tu as eu ça aussi? Tu as eu ces moments dans ta vie professionnelle où tu t'es dit, bon allez, il faut que je saute, il faut que j'y aille. Et certains pourraient dire, ça a été audacieux. Toi, quel regard tu as eu sur ces mouvements-là au cours de ta carrière? J'ai toujours travaillé dans la tech et dans le logiciel d'entreprise, mais d'abord pour des entreprises américaines. Et à un moment donné, j'ai eu cette opportunité de me porter candidat pour gérer un pays entier. C'était quel pays? Non, la France, mais simplement… le plus beau pays du monde. Exactement. C'est bien. Et donc c'est à ce moment-là que oui, il peut y avoir un peu ce syndrome de l'imposteur en disant est-ce que je suis vraiment capable? Moi je sais bien entraîner des équipes, je sais bien vendre, mais est-ce que je peux vraiment gérer tout ça? Donc il y a cette notion où il faut se lancer et faire confiance peut-être autour de son équipe ou peut-être d'avoir une ou deux personnes qui vous fait confiance. Et c'est vrai que le regard change les collaborateurs vous regardent différemment et il y a des droits, il y a des devoirs à ce nouveau poste. Donc ça, je m'en souviens bien, ça m'a bien marqué. Et puis évidemment, le deuxième, j'en ai parlé, c'est comment est-ce qu'après 20 ans de salariat, on passe à repartir alors qu'on gère parfois plusieurs centaines de collaborateurs. Et puis tout d'un coup, on se dit, ça y est, on se retrouve avec 2 chaises, une armoire et 1 ou 2 associés pour démarrer une aventure. Et qu'est-ce qui a fait que tu as franchi ce pas-là? Tu en avais marre de ta vie de salarié de haut niveau? Il y avait une vraie volonté chez moi d'appliquer sa propre sauce. Disons que dans une première partie de carrière, j'étais très intéressé par la performance commerciale, l'entraînement des équipes un peu à l'énergie. Et puis, arrivé à la quarantaine, je me suis aperçu que l'humain, le fait de révéler, comme tu disais, des talents, des équipes, ça m'intéressait beaucoup plus qu'en première partie de carrière. Et en tant qu'entrepreneur, on a la main là-dessus. On peut gérer sa propre culture, ses propres rituels, imprimer sa marque. Donc il y a cette notion de liberté et puis la volonté aussi de faire ma propre recette d'une entreprise. Alors vous évoquiez l'un et l'autre le rapport entre l'audace et le risque. Et Bruno, à chaque fois que tu as pris un risque, est-ce que un jour ou l'autre tu l'as regretté? Jamais. Franchement, jamais. Il y a des risques que je n'ai pas voulu prendre. Parce que parfois, on m'a proposé des destinations où, 1 ou 2 fois dans ma carrière, j'ai dit non. Donc ça ne veut pas dire que j'étais quelqu'un qui on me proposait n'importe quoi et je n'étais pas à le faire. Voilà, parce que j'estimais que ce n'était pas le time to market ou le time to my life qui était adéquat. Mais j'ai vraiment jamais regretté. Cette opportunité de vivre dans 6 pays différents, aux cultures qui n'ont rien à voir. Parce que il y a eu des chocs par contre. Bon, la France, le Mexique, j'avais envie, c'était ma première expatriation, on découvre la vie. Ma femme avait toujours un boulot, on a eu nos 2 premiers enfants là-bas. Enfin, des rencontres merveilleuses dont on a gardé encore des amitiés 30 ans après. Donc ça marque quand même. Et puis après, je me suis retrouvé à Londres. Alors là, de Mexico à Londres, en arrivant en plein hiver à Londres, c'était un gros choc là. Je me suis dit à un moment donné… Un choc thermique au moins? Alors il y a eu le choc thermique, il y a eu le choc linguistique, voilà. Il y a eu le choc alimentaire, parce que c'est pas du tout la même culture alimentaire. J'ai eu 2-3 mois de doute quand même, me dire mais qu'est-ce que tu es venu faire dans cet environnement? Et en plus, on m'avait filé un job européen dans un pays et des équipes qui étaient avant tout des équipes qui pensaient anglais. Et puis finalement, moi je suis quelqu'un qui essaye de gravir, j'aime bien faire de la montagne. Donc tu vois un petit obstacle, et c'est ça un peu l'audace, tu t'arrêtes pas tout de suite, quoi. Comme disait Stéphane tout à l'heure, tu dépasses un peu même ce que tu as, et puis tu gravis, puis tu t'aperçois que finalement, en fait, beaucoup de jobs, même dans un grand groupe, en fait, tu en fais ce que tu veux. Et ça m'a beaucoup plu. C'est pour ça que, à la différence de Stéphane, qui lui il a eu les deux, puis il est devenu un vrai entrepreneur à succès, moi, je pense que je n'aurais pas été capable de créer une boîte ex nihilo. Par contre, j'avais toujours eu un esprit extrêmement entrepreneurial. Tu dis ça, mais en même temps, quand on l'entend dans ta voix, c'est presque un regret. En fait, moi, je vois plutôt qu'est-ce que ça m'a procuré comme opportunité d'être dans un groupe multinational. Et si tu veux, j'aurais été entrepreneur, peut-être que j'aurais fait un truc bien, j'en sais rien, mais j'aurais pas été vivre en Afrique, j'aurais pas sillonné plein de pays africains, rencontré des gens fantastiques dans ce continent, et nourri en partie qui je suis comme une personne, et puis qui j'ai été.
j'ai eu une expérience fantastique dans les pays nordiques. On a toujours dit, bon, la Suède, la Norvège, tout ça, c'est l'Europe, c'est assez facile à comprendre. Ils sont quand même des modèles vachement différents. Ils sont beaucoup plus consensuels dès le niveau d'un jeune âge, tout ça et tout. Et en fait, ces différentes expériences, elles m'ont forgé dans mon rôle de leader. C'est vachement intéressant. Quand je suis revenu en 2010 en France, c'était un peu un challenge parce que je suis revenu président de la France, mais avant, il m'avait connu comme un directeur marketing. Et donc, comment tu fais le gap? Parce que c'est encore plus, les gens, ils ont des attentes ou des peurs, tu vois. Et en fait, je me suis forgé dans mon style de management beaucoup de ce que j'ai appris à l'étranger. Ça, comme entrepreneur, j'aurais sans doute pas eu l'opportunité de le vivre. Alors, j'ai pas de regrets. Alors Jean-Stéphane, est-ce que ça veut dire par rapport à ce que dit Bruno, est-ce que ça veut dire que finalement, quoi qu'on fasse, il ne faut surtout jamais rien regretter? Je suis d'accord avec ce que tu dis, Bruno. Il faut voir le bon côté de ces expériences et surtout rebondir après une difficulté. C'est surtout là où on va apporter de la valeur à ses équipes, à l'entreprise, sans doute à soi-même et à sa propre personnalité, la façon de rebondir, parce que les coups durs, il y en aura toujours, surtout quand on démarre une entreprise encore plus, certainement. C'est tout ça qui vous a amené aujourd'hui à entamer finalement une autre vie d'entrepreneur ou d'accompagnant finalement d'entrepreneurs à travers un club dans lequel je crois vous faites partie tous les deux, ouais. Le club des prophètes. Ouais. Vous avez emprunté le nom à Khalil Gibran Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que quand moi j'ai approché à mon retour d'Afrique Mathieu Jarry, qui est un ancien dodo BHF, qui a créé ce club, qui est un mec vraiment génial, et j'ai vu le club des prophètes, je me suis dit, il y en a qui ont pris la grosse tête, quoi. Qui étaient prophètes, quoi. Bon. Nul n'est prophète en son pays. Non, et surtout qu'un de mes bouquins préférés, moi j'ai 2 livres de chevet, je lis un peu, mais c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry et c'est Le Prophète de Khalil Gibran. Et je lui en ai parlé, il ne connaissait pas. Donc je lui ai apporté à notre premier déjeuner, parce que pour rentrer au club, c'est un peu un déjeuner, il faut que tu vois que tu partages certaines valeurs et tout, tu vois, pour le faire. Et il a été frappé, quoi. Donc c'était complètement fortuit sans doute dans sa tête. Donc c'est toi qui lui as fait découvrir ce Mais livre. moi j'y ai vu une intention, donc je me suis dit c'est peut-être pour toi ce truc-là. Et voilà possible. comment je suis rentré. Bon Stéphane, je te laisse parler, puis après. Après avoir vendu Talentsoft à Cégide l'année dernière, pour moi c'était tout naturel d'essayer de conseiller, d'aider des entrepreneurs. Donc voilà, j'ai beaucoup de plaisir. On l'a fait justement aujourd'hui. Au sein du connecteur, on a vu plusieurs sociétés, beaucoup de jeunes talents. Donc, je ne leur dis pas, mais en fait, c'est moi qui prends une bonne partie de leur énergie. Ça me recharge comme une batterie. C'est un échange de bons procédés, quand même. C'est un échange de bons procédés. Et voilà, donc c'est une troisième vie professionnelle pour moi, mais que j'apprécie beaucoup. Et en plus, si ça peut être dans des endroits comme le connecteur, c'est magnifique. C'est quoi votre regard sur ce lieu, sur le connecteur? D'abord, j'aurais rêvé en première partie de carrière de pouvoir travailler dans des lieux comme ça. Vous donner des opportunités d'échange entre sociétés très différentes, sociétés moyennes, sociétés plus petites, différents secteurs. Et ça, donc, c'est, je pense, très appréciable. C'est aussi un moyen pour les sociétés de fidéliser finalement leurs talents. Donc, bravo, très belle énergie et très bonne sensation après quelques heures ici. Moi, j'aime bien déjà le nom. J'accorde beaucoup d'importance au mot, au nom. C'est pas un village, c'est pas un lab, c'est pas une station, c'est un connecteur. Et je pense que dans des discussions qu'on a eues, cette notion de transdisciplinarité, tu retrouves un peu ça dans l'idée du connecteur, que ce soit au niveau, Stéphane l'a dit, de taille de société. Il y a aussi des gens qui, à un moment donné, veulent rapprocher leur mode de vie privé de leur vie professionnelle. Et ils vont peut-être pouvoir l'exprimer dans un lieu comme le connecteur, plus difficilement dans un lieu d'une très grande ville au centre. Il n'y a rien de mal contre les grandes villes au centre. Et puis ils iront passer leurs vacances ailleurs. Ici, il y a peut-être des moments dans la journée ou dans un mois où tu vas être connecté à ton travail, mais il y a des moments où tu vas être plus connecté à ce qui t'anime sur un plan personnel. Bon, faut reconnaître que moi j'en ai vu quelques-uns, mais il n'y en a quand même pas beaucoup comme le connecteur, à titre privé. Voilà. Merci à tous les deux pour ce bon moment d'intimité entre entrepreneurs. Bonne chance à toutes les entreprises que vous accompagnez et bonne chance au Club des Prophètes. Très bien. Merci à vous. Bonne chance Merci à vous. et surtout succès au connecteur. On croise les doigts. J'en doute pas.